Merci beaucoup. Merci pour cette introduction de Comte de Sponville et de la présentation. Je sais que les organisateurs ont essayé d'inviter ici professeur Bronislaw Geremek pour prendre la parole. Il n'a pas pu venir. Moi-même, j'ai contribué un peu dans cette tentative de l'inviter ici. Ne comptez pas sur moi de le substituer. Monsieur Geremek est certainement un esprit et une personnalité insubstituibles. Mais moi, j'ai eu le courage au moins de prendre un sujet que lui est proche, le sujet européen, et de le traiter d'une telle manière que je peux faire, en me concentrant sur le sujet de solidarité. Je pense que, enfin, c'est important. On a peu parlé de l'Europe lors de ce colloque-là. Moi, je suis persuadé que l'Europe, c'est peut-être la meilleure des choses qui est arrivée à l'Europe, justement. C'est-à-dire, je pense de l'Europe dans le sens B, dans le sens de l'Union européenne, et non pas du continent dans ses frontières, pas très bien d'ailleurs définies. Donc l'Union européenne, c'est une meilleure des choses qui est arrivée à l'Europe de la seconde moitié du XXe siècle, qui normalement, cette histoire est plutôt sombre. L'Union européenne fait un point clair. C'est donc un héritage qui est particulièrement précieux et qui devrait être dans un sens continué, réinvesti tout le temps, etc. Ce mot solidarité, dans ce contexte postmoderne de ce colloque, fait l'impression de quelque chose qui cloche, il me semble. C'est un mot qui ne va pas de pair avec des idées de la modernité tardive et le tempérament, pour ainsi dire, de la modernité tardive. Cependant, ce mot me semble incontournable si on parle de l'Europe. Je vais commencer par une citation, enfin, que je vais d'ailleurs maladroitement retraduire de polonais au français, puisque c'est une citation de Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, et un des pères fondateurs de l'Europe qui a justement employé ce mot à plusieurs reprises et lui a donné une résonance toute particulière. Alors il dit, dans les premières lignes de son petit bouquin pour l'Europe, il dit que le sentiment de la solidarité entre les nations surmontera des nationalismes désormais vaincus, dont les mérites consistaient en ceux qu'ils assuraient une tradition et une structure intérieure solide aux nations. Puis il continue, sur les anciennes bases nationales, il faudra construire un niveau supranational. Cela ne signifie nullement un rejet de passé glorieux, mais le nouveau développement des forces nationales grâce à leur engagement au service de la communauté supranationale. Voilà l'idéal français. Il est en harmonie avec l'esprit de la nation qui s'orientait toujours vers l'universalité à travers ces différences intérieures particulièrement marquées. Et encore un peu plus bas, il dit « La raison d'être de cette Europe est solidarité et coopération internationale, la gouvernance mondiale raisonnable, puisque l'Europe est une partie essentielle de ce monde. » Ce sont des paroles de Schuman qui étaient prononcées encore avant la création de la communauté de charbon et d'acier. Cette année, nous allons fêter dans quelques jours le 50e anniversaire des traités de Rome. Et ce traité qui s'ouvre avec des mots en aspirant à l'approfondissement de solidarité entre les nations. On ne peut pas se demander que reste-t-il aujourd'hui de cet esprit de solidarité ou de ce rêve de solidarité défendu avec éloquence par les pères de l'Europe et tellement présent dans les documents fondateurs de la construction européenne. Ma question, enfin, il y a
plusieurs dimensions de solidarité. Évidemment, ma question vise des formes de solidarité qui dépassent les frontières des communautés dites naturelles comme la famille ou même historiques, comme des peuples ou des nations. Ce qui m'intéresse surtout, en tant que ressortissant de l'Europe centrale, ce sont les conditions de la solidarité possible entre ce qui était appelé malicieusement, mais finalement le mot a obtenu le droit de citoyenneté entre l'ancienne et la nouvelle Europe. C'est ce qui me semble surtout intéressant. Quelques mots avant sur la notion même de solidarité. Elle résonne, elle cloche, elle ne s'aligne pas beaucoup avec le discours de la modernité tardive, c'est certain. Pourquoi? Enfin, ce mot, la carrière de ce mot dans les documents de la européenne est due au fait qu'elle était empruntée de la doctrine, des documents de la doctrine sociale de l'Église. Vous savez que les pères de l'Europe étaient des chrétiens engagés. Presque tous d'entre eux, Schumann lui-même, Monet, ils puisaient dans la doctrine sociale de l'Église, et donc ce mot vient de là. Et pourtant, la doctrine sociale de l'Église, c'était la manière d'assumer la modernité par l'Église catholique. C'était une réponse tardive, c'est vrai, à la modernité, justement, à tout le mouvement politique et le mouvement des idées du XIXe siècle auquel l'Église s'est opposée longtemps, et pour finalement essayer de l'assumer, notamment à travers, justement, dans la forme de la doctrine sociale de l'Église. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire à quel type de discours ce mot appartient? Est-ce qu'il appartient plutôt au discours moral, comme la doctrine sociale est une espèce de la théologie morale, ou plutôt au langage politique, dans le sens primaire de la politique, c'est-à-dire celui qui inclut aussi les attitudes et les démarches civiques? Et en conséquence, à quel univers ce mot appartient? Nous savons qu'un certain amalgame de discours moral et politique peut être très dangereux, peut être explosif. C'est ce que les idéologies totalitaires se permettaient à discrétion de produire, cet amalgame. Comme la morale vise plutôt ce qui est absolu, inconditionnel, et la politique, c'est le domaine de relatif, le domaine du possible. La morale, c'est la sphère d'un sujet individuel, responsable, équipé en conscience, distinguant le bien et le mal. La politique, c'est le domaine de pouvoir, de la gestion des sujets collectifs, de leur coexistence, de la solution des conflits entre ces sujets. Donc, mais il me semble que justement, vu le devoir des politiciens modernes, ce devoir qui est de gérer la concurrence humaine issue de la poursuite légitime, poursuite des buts individuels, ce devoir qui consiste de créer et maintenir le cadre où ces égoïsmes sont contrebalancés dans un sens par une quantité mesurable de solidarité qui est incarnée dans l'état de providence. On peut dire que ce mot, solidarité, appartient dans ces deux discours à la fois, et ce qui d'ailleurs lui donne peut-être une telle puissance. Ce mot, la signification de ce mot semble, dans ce contexte, placée entre deux définitions. La première définition vient peut-être
de Saint Paul quand il dit dans la lettre aux Galates, d'ailleurs souvent cité par Jean-Paul II, qui portaient les uns les fardeaux des autres. Jean-Paul II répète souvent que solidaires sont ceux qui portent les fardeaux des autres. Porter les uns les fardeaux des autres. C'est un volet, un versant de ce mot. À l'autre bout se trouve la définition donnée par celle que j'ai trouvée dans un Collins Dictionary of Politics with Terms of the European Union, selon lequel solidarité, c'est l'expression de l'unité entre ceux qui ont des intérêts communs. Donc, en fonction de qui parle, dans quel contexte et dans quelle langue, ce mot a soit des tonalités altruistes, donc morales, soit fait plutôt appel aux communautés des intérêts en entrant ainsi dans un discours politique, dans le discours politique dans ce sens primaire que je viens de mentionner. Donc, c'est cette double appartenance, comme d'ailleurs d'autres mots qui ont contribué à la formation de notre époque, qui ont cette double appartenance, comme les mots fondateurs de la tradition républicaine française, liberté, égalité. Ils ont aussi cette double appartenance morale et politique. Et c'est cette double appartenance qui a fait de ce mot, de ce mot solidarité, qui lui a donné une telle puissance en Pologne à l'an 1980. Et c'est certainement cette appartenance double, justement, qui a fait que les pères de l'Europe ont inclus ce mot dans leur discours fondateur. Au fait, ce qui lie le politique dans ce sens primaire et la morale, c'est la notion de devoir, aussi une notion qui n'est pas très postmoderne, je dirais. Mais c'est la notion de devoir, ou de responsabilité, si vous voulez. Il y a des devoirs politiques et les devoirs moraux. Ce ne sont pas les mêmes devoirs, mais les objets de ces devoirs sont dans chaque cas les autres, les hommes et les femmes. L'ordre politique, s'il y a un ordre politique, cet ordre politique définit le rayon d'action, la portée de notre devoir politique. Et il va de même de l'ordre moral. On peut dire que dans chaque cas, cette portée est définie par la possibilité de l'action efficace. Et nous savons que le monde se rétrécit, le monde d'aujourd'hui, contemporain, avec tous les moyens techniques de communication, se rétrécit. Donc que la portée, dans un sens, la portée de notre devoir ou de notre responsabilité, aussi bien morale que politique, augmente dans ce monde rétréci. Il est vrai que la solidarité, c'est une vérité maintes fois confirmée, que la solidarité entre les hommes, les collectivités a tendance à s'affermir plutôt lors des périodes des menaces extérieures que pendant leurs absences. Et dans les années 50, le paysage a été très différent du paysage d'aujourd'hui. Dans les années 50, l'Europe a vécu sous le poids des nombreuses craintes, des nombreuses menaces, de souvenirs très fraîches de la guerre, de la crainte d'un retour d'une folie totalitaire en Allemagne ou de la nouvelle guerre européenne, la menace communiste, la crainte d'une nouvelle crise. Tout cela, c'était propice à la gestation d'un projet européen. D'ailleurs, deux événements historiques ont accompagné les traités de Rome d'il y a 50 ans. C'était la crise de Suez,
est l'insurrection de Budapest de 1956. Et cette insurrection qui a été baignée dans le sang par les tanks, les troupes soviétiques. Donc ces événements, la crise du Suez qui marquait l'affaiblissement des liens transatlantiques, l'insurrection de Budapest qui était justement la croissance d'une menace communiste, ces deux événements poussaient des pays européens à renforcer leurs liens et ont persuadé les leaders, même les plus sceptiques comme Charles de Gaulle, à resserrer ces liens et à signer probablement sans ces événements, sans l'insurrection de Budapest, ce traité n'aurait pas eu lieu. Et ainsi, les communautés européennes ont été nées avec leurs équilibres délicats et changeants entre la concurrence du marché, sur le marché de plus en plus commun, et les mesures et moyens de solidarité qui ont pris plus tard des formes de politiques différentes de solidarité. Or, aujourd'hui, le climat est bien différent. L'Europe, après la chute du mur de Berlin, après la chute du communisme, a vécu une période heureuse où les craintes et menaces semblaient s'effacer, la fin de la guerre froide, la forte croissance économique. Mais ce climat a commencé de se détériorer assez rapidement surtout après 9/11 en 2001, et puis après l'invasion américaine en Irak en 2003, et les nouvelles craintes ont apparu. La mondialisation, le terrorisme, les effets de migration, tout ce dont on a parlé abondamment les 2 derniers jours, et dont on va probablement parler encore aujourd'hui, la perspective d'une réforme nécessaire des États-providence, et enfin, même l'élargissement de l'Europe est était perçu comme une crainte dans un nombre des pays occidentaux. Mais il me semble qu'à différence des craintes et des menaces des années 50, les craintes et des menaces d'aujourd'hui ne catalysent pas une cohésion croissante, ne catalysent pas une cohésion qui s'exprimait notamment par le geste de solidarité économique et politique. Et pourquoi? Enfin, l'Europe de 27 est certainement très très différente de l'Europe de 6 ou des 9 ou même de l'Europe des 15. Et même si ces nouvelles craintes et les menaces sont présentes dans presque tous les pays de l'Europe élargie, elles sont vues et perçues très différemment ici ou là. Le terrorisme signifie l'autre chose dans les pays qui l'ont expérimenté déjà. Et l'autre chose là où dans les pays qui n'ont pas souffert jusqu'alors au moins. L'immigration aussi est vue à la lumière différente en fonction du nombre des immigrés de leur pays d'origine, la capacité de l'absorption des relations entre les pays d'où les immigrés viennent et les pays d'accueil. Elle est jugée différemment aussi par les pays anciennement coloniaux et ceux qui n'ont pas eu des colonies ou qui plutôt étaient colonisées elles-mêmes. Donc, toutes celles et d'autres menaces et craintes sont vues à la lumière différente dans différents pays, surtout dans les pays de l'ancienne et la nouvelle Europe, et ne catalysent pas cette cohésion solidaire.